fois sur le principe du non bis in idem de la res judicata. Cette argumentation a été rejetée au motif que les contestations qui reposent sur un traité sont distinctes de celles qui reposent sur un contrat. En conséquence, si un État aujourd'hui a conclu un contrat, il peut très bien être poursuivi aussi bien sur la base de la cause compromissoire ou de la cause d'élection de foi devant ses juridictions étatiques ou devant notre tribunal et devant le CIRDI. Et on a déjà eu ce parallélisme procédural entre CCJA et CIRDI, c'est l'affaire Djekma. Dans l'affaire Djekma, il y avait à la fois des demandes qui opposaient sur la rupture unilatérale de la concession portuaire offerte au Djekma par la Guinée, et il y avait également des demandes qui portaient sur l'expropriation des actifs de Djekma en Guinée. Djekma a d'abord saisi la CCJA et le groupe Djekma a soulevé tous ces faits. Puis plus tard, retire certaines de ces demandes, saisit le CIRDI au motif de la distinction tutti claims contra claims. Bien que les arbitres aient reconnu que Djekma avait quand même soulevé une partie de ses demandes devant le tribunal CCJA, ça n'a pas empêché que Djekma puisse engager le procédure CIRDI. Alors, le dernier aspect, c'est les actions également fondées sur le fait que l'investisseur a plusieurs qualités. Vous avez les investisseurs, vous avez les actions aujourd'hui où à la fois la société qui a le contrat avec l'État poursuit l'État, et vous avez les actions parallèlement où l'investisseur également poursuit l'État. Le dernier élément de passivité que je vais évoquer, c'est le fait que l'État ne puisse pas engager une action. Tout à l'heure, vous allez comprendre maintenant des États qui engagent des actions. Or, dans l'arbitrage d'investissement, les États sont en position passive. Pourquoi? Parce que généralement, le litige est pour protéger les droits accordés par l'État investisseur. Ce qui veut dire que l'État, lui, ne peut pas se plaindre d'un manquement puisqu'il n'y a pas d'obligations qui sont fixées. C'est le principe reconnu, mais aujourd'hui, il y a quand même deux traités qu'on a vus qui permettent d'énoncer. Il y a eu un premier traité dans une affaire, l'affaire Spiricon, dans laquelle l'État, pour qu'on lui reconnaisse la possibilité de faire des demandes conventionnelles, on a considéré que la clause de règlement des différends avec les investisseurs indiquait que le litige doit porter sur l'investissement et non les droits protégés. Et si le litige porte sur l'investissement, l'État étant un investissement peut le permettre. On ne m'accorde pas le temps de vous présenter quelques données statistiques, mais je vais dire un mot en conclusion. Outre le fait que cet arbitrage est déséquilibré, il y a un dernier élément qui appelle à la méditation, c'était la table ronde précédente, à savoir aujourd'hui, lorsqu'on parle d'un investissement, il y a toute une donnée qui concerne les droits de l'homme, qui concerne les tiers. Et on ne saurait terminer ce colloque, alors qu'on a parlé des tiers, sans inviter à une méditation sur la participation des tiers dans l'arbitrage d'investissement. Et puisqu'on est à Dakar, prenons le large de la lentille et méditons ce sujet. Je vous remercie. Je pense que tout le monde est servi. Alors, nous allons ouvrir. J'indique que nous devons finir le déjeuner à 15h au plus tard. Et comme le jet est très bon, on risque de traîner au restaurant, nous allons déterminer un temps de. Regardez à mon milieu. Comment? Djenaba. Bon, j'ai dit 3 questions, mais je vais m'en tenir à le prendre quelqu'un au fond. Bonne chose. Il s'agit d'un cas concret auquel je suis actuellement confrontée. Il s'agit d'une société X qui a acquis un permis de recherche au Mali. Dans ce cadre, elle a signé une convention d'établissement avec l'État du Mali, sachant que la dite convention d'établissement est censée gérer la vie du permis, entre guillemets, durant la phase de recherche et également durant la phase d'exploitation.
Dans cette convention d'établissement, il est prévu que les différends seront réglés par le CIRTI. À la fin de la phase de recherche, la société X a cédé le permis à la société Y, qui a entamé la phase d'exploitation. Dans ce cadre, elle a constitué une société d'exploitation dans laquelle elle est actionnaire avec l'État du Mali. Ils ont signé un pacte d'actionnaires, et dans ce pacte d'actionnaires, le règlement des différends est prévu. Il est prévu de soumettre ce règlement à la CCI. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce que c'est le CIRTI? Est-ce que c'est la CCI? Est-ce que la saisine parallèle que vous avez évoquée dans l'affaire Jetma est susceptible de s'appliquer? Merci. Madame Diawara. Diamana. Je voudrais savoir quels sont les modes d'administration de la preuve ou des preuves lorsque l'on sait qu'on peut se retrouver en raison de la pluralité de l'existence des systèmes juridiques, eh bien, en raison même de la pluralité de l'existence des systèmes juridiques qui peuvent se côtoyer dans l'arbitrage, eh bien, quels sont les modes d'administration des preuves? Nous sommes 10 minutes d'exécution pour faire échec à une sentence arbitraire, à l'exécution forcée d'une sentence arbitraire. Faire des observations sur ce qui a été dit. Mais j'ai quelques questions pour compléter simplement ma propre gouverne en ce qui concerne la connaissance. C'est-à-dire, ma première question va à Diamana. Elle a parlé de perte de chance. Est-ce que cela signifie que la CCI tient compte de ce qu'on appelle la rupture des pourparlers? Est-ce que c'est ce qu'elle veut dire? Sinon, qu'est-ce qu'elle veut dire par perte de chance? Ma deuxième question va à Achille. Il a parlé, M. Achille, et j'ai trouvé son intervention extrêmement riche et structurée. Cela ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais franchement, j'ai été très impressionné par ce qu'il a dit. Et en parlant de l'arbitrage en matière d'investissement, il a parlé de beaucoup de choses, mais il n'a pas parlé de quelque chose qui peut-être interpelle certains d'entre nous, et vous allez savoir pourquoi. C'est l'arbitrage FED, le Fonds européen de développement, qui a signé un traité d'investissement avec certains pays africains, dans lequel traité il y a un mécanisme d'arbitrage. Enfin, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est là-dessus que je voulais faire une intervention. Moi, j'apprécie beaucoup ce que Laurence a dit sur les AIDR, donc les alternatives de résolution. Elle a parlé de la médiation, de la conciliation, de l'expertise, de la dispute board, mais elle n'a pas parlé de la négociation raisonnée. Est-ce que cela veut dire que pour elle, la négociation raisonnée ne fait pas partie des EIDR? Il y a plein d'autres choses. On aurait pu parler par exemple du droit collaboratif, mais je ne vois pas ça dans le cadre des investissements ou en tout cas dans le cadre des industries extrêmes. Enfin, je veux juste dire un mot pour dire que quelqu'un a dit, je ne sais plus lequel parmi les orateurs, que la médiation n'est pas suffisamment prise en compte dans les industries extractives. Je trouve qu'elle a pourtant un très grand rôle à jouer dans la sphère contractuelle, surtout quand on parle de médiation préventive. Parce que malheureusement, l'arbitre, lui, il tranche, il sépare les parties. Autrement dit, ce que le professeur que quelqu'un a signé a évoqué, ce que le professeur Jascon dit souvent, c'est que l'arbitre, comme le juge, il donne à un problème mort une solution morte. Alors que la médiation, elle est faite pour permettre aux parties d'envisager l'avenir, pour rétablir le dialogue là où il est rompu, pour préparer quelque chose pour l'avenir. Donc, je me demande si on ne devrait pas reprendre des choses et, de ce point de vue, j'aimerais bien savoir si la CCI a l'intention, peut-être avec les autres, d'encourager la médiation dans les industries extractives. Je vous remercie. Merci. Concrètement, puisque c'est une question précise, l'objet du litige
entre les parties, donc il y a un litige sociétaire par rapport à ce pacte d'actionnaires, naturellement, on va faire une action CCI. Mais même sur ce litige sociétaire, on peut faire une action CIRDI si le co-contractant de l'État dans le pacte d'actionnaires estime que l'État malien a conclu un traité d'investissement avec son État et que ce traité contient une obligation que l'État malien n'a pas respectée, par exemple celle du traitement juste et équitable. Ça, c'est l'une des dispositions les plus invoquées. À côté de cela, on invoque souvent l'expropriation. C'est souvent soit l'expropriation, soit la violation de traitement juste et équitable. La possibilité effective d'avoir un parallélisme procédural, CCI, CIRDI, ne va exister que si on change la qualification de l'action. Parce qu'au cœur de la possibilité de faire une action co-contractuelle et une action en litige relatif à l'investissement, il y a fondamentalement le changement de la base juridique de l'action. Si on reste sur un problème lié au pacte actionnaire en s'appuyant sur les stipulations contractuelles, alors on fait une action CCI. Si en plus on estime qu'il y a une violation d'un traité, on peut effectivement faire un parallélisme procédural. Et puis, je vais embrayer, puisque j'ai la parole sur la question de l'arbitrage fait. Ce n'est pas le seul arbitrage d'investissement, mais simplement le temps imparti ne me permettait pas d'aborder toutes les questions. Et j'ai choisi de cibler mon propos sur le centre d'arbitrage qui a le plus de litiges d'investissement, à savoir le CIRDI. Donc, ce n'est pas un oubli. On peut, il y a encore d'autres systèmes d'arbitrage qu'on aurait pu l'arbitrage fait. Oui. Voilà. Donc, c'était un arbitrage, comme dit le modérateur, et j'ai arbitré en faveur du CIRDI. Bon, sur l'immunité d'exécution, je dirais un mot parce que Laurent va répondre sur les élections forcées. La question de contraindre un État, effectivement, l'État peut invoquer son immunité d'exécution. Cependant, dans beaucoup de contrats, l'État s'engage à renoncer à son immunité d'exécution en cas de litige. Et ce qu'il faut savoir, j'aimerais, parce que Laurent va terminer, rarement on essaye l'exécution forcée d'une sentence dans le territoire de l'État qui a été condamné. Si vous venez par exemple dans l'espace Ouada, on connaît la règle des Congo Télécom et l'article 30 de l'acte uniforme sur les procédures simplifiées de l'OCOMA et de loi d'exécution qui fixe une immunité complète. Maintenant, concernant la renonciation, dans l'espace Ouada, il n'y a pas une véritable jurisprudence, il n'y a qu'une seule affaire. Et c'est l'affaire Comunitiplex où entre des lignes, dans un jugement de 22 pages avec une ligne où il est reconnu que l'État, le Congolais, pouvait valablement renoncer à son unité d'exécution. Mais lorsque vous êtes dans une procédure d'exécution forcée, ça veut dire que vous êtes déjà en train de partir dans un autre État. Et c'est donc le droit du lieu où se situent les actifs qu'on veut saisir qui va régir la question. Concernant le CIRDI, il faut savoir que la question se double d'une autre supplémentaire, à savoir que la Convention de Washington prévoit que les sentences arbitrales rendues sous l'égide du CIRDI sont considérées comme des jugements nationaux. Même si ça n'exclut pas la question de l'unité d'exécution, le refus d'exécuter une sentence CIRDI est considéré comme une violation d'une obligation internationale. Et que des contrats d'État, en tout cas des États, il apparaît qu'en réalité, 90% des sentences sont exécutées spontanément. On a quand même une exécution spontanée. Il est vrai, et pour rebondir sur la question qui a été posée, que les 10% qui restent sont souvent des sentences impliquant les États, et que c'est effectivement difficile. C'est difficile, mais ça s'anticipe. Je crois, et je suis tout à fait d'accord déjà avec Achille pour dire qu'il est évident que l'exécution forcée va conduire à opérer des saisies, souvent d'actifs, dans un pays tiers, et par expérience, au sein de mon cabinet, nous sommes très sensibles à ces choses-là,
et nous venons de saisir récemment plusieurs aéronefs concernant des États et des chefs d'État. Donc c'est quelque chose qui se fait. C'est quelque chose qui se fait et qui, même s'il y a une immunité, peut être un moyen de négocier. Parce qu'il y a une négociation qui s'opère, ne serait-ce que pour la crédibilité du chef d'État, ne serait-ce que pour un certain nombre de choses. Ensuite, il faut voir aussi que, quand même, ces mesures d'immunité d'exécution sont en extension, en particulier en France. On a une nouvelle loi qui s'appelle Sapin 2, qui restreint considérablement. Nous avions une jurisprudence Qatar-Creighton qui permettait de saisir les actifs commerciaux qui n'étaient pas de l'État, qui n'étaient pas touchés par l'immunité d'exécution, et on voit que cette jurisprudence est en train d'être réduite à une peau de chagrin par cette nouvelle loi. Merci Laurence. Yamana, pourrais-tu répondre à la question relative à la paix des chances posée par notre ministre? Alors, si j'ai bien compris la question, pour être sûr que je réponds sur mon terrain, si je comprends bien, la question c'est comment se fait l'administration d'un point dans un arbitrage CCI, selon, j'imagine, les différents systèmes juridiques, les grandes familles civiles, enfin, droit civil, j'imagine que c'est ça. La CCI est un organe qui administre le litige, chaque tribunal arbitral, chaque dossier est unique à la CCI. Donc l'administration de la preuve dépendra du tribunal. Les règlements CCI, justement, met le tribunal arbitral en charge de ces questions procédurales, les questions de déterminer les modes de preuve, leur pertinence et comment elles vont être acceptées. Donc effectivement, après les traditions juridiques, la preuve va être administrée de manière différente d'un dossier à l'autre, par voie, par exemple, des phases de production de documents. Peut-être, Patricia, tu peux donner des exemples. Excuse-moi. De grandes traditions en matière de l'administration de la preuve entre common law et avocat civil. Ce que je peux mentionner juste rapidement, c'est qu'il y a une initiative très intéressante de la part du IBA qui a introduit en 1999 des règles de l'administration de la preuve qui essaient de trouver une espèce de chemin, mi-chemin, entre les deux traditions. Il y a certains qui pensent que c'est plus axé vers le common law que le droit civil, mais quand même, et ça a été refait en 2010 encore. Et les règles d'administration de la preuve du IBA sont très souvent adoptées par les parties dans les arbitrages internationaux concernant des questions de production de documents. Pour les avocats de common law, ça limite un peu. Pour les civilistes, bon, ils trouvent ça parfois utile d'avoir des témoignages et d'avoir la possibilité de faire un petit peu de cross-examination. Mais l'important, et c'est ce que j'ai essayé de vous dire tout à l'heure, c'est que la procédure adoptée pour un arbitrage devrait être adaptée au cas spécifique. Vous n'avez pas toujours besoin de production de documents, vous n'avez pas toujours besoin de témoins. Et je pense que la tendance dans la plupart des règlements d'arbitrage maintenant, c'est d'essayer de privilégier la célérité, de réduire les coûts. La CCI a introduit en 2012 une conférence sur la gestion de la procédure, tout au début de la procédure, où l'arbitre essaie de déterminer avec les parties qu'est-ce qui est nécessaire en termes de l'administration de la preuve et de confectionner des règles qui seront dans un premier ordre dans cette procédure qui seront adaptées à l'affaire en question. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup. Donc, pour la perte de chance, en fait, la question c'est, elle est formulée en disant est-ce que la CCI tient compte de la rupture du pourparlers. Encore une fois, je vais faire la même réponse que sur l'administration de la preuve. Il faut savoir que quand je parle de la CCI, c'est la jurisprudence arbitrale CCI qui vient de tribunaux entre CCI, pas de la CCI elle-même. En l'occurrence, dans ce dossier-là, la question de perte de chance n'était pas liée à la rupture des pourparlers. Je vais aussi répondre sur la dernière question de Mustafa Faye, qui est celle de l'intention de la CCI de promouvoir la médiation dans les industries extractives. Bien évidemment, enfin, vous le savez peut-être, on parle beaucoup d'arbitrage, mais la CCI a aussi un centre de médiation, d'expertise, et qui couvre un certain nombre de procédures
de résolution alternative des litiges dont Laurence a parlé. Et dans le cadre de ce centre d'ADR, on a effectivement une promotion très forte de la médiation, notamment dans les industries extractives, mais pas seulement, en construction également et d'autres domaines. Merci. Je crois qu'on peut acclamer. Je voudrais, à mon tour, profitant de ma présence ici et du micro, adresser mes chaleureuses félicitations à l'UIA. C'est un peu égoïste parce que je suis parmi les dirigeants, mais vraiment au barreau du Sénégal, pour ce qui a été fait. Jamais on a autant mobilisé avec autant d'assiduité pour les participants à un séminaire. Et je pense qu'on peut tous l'acclamer pour l'intérêt porté auquel on est. Je voudrais inviter à cette tribune M. le bâtonnier Ouestico du Togo et M. le bâtonnier Sangaré du Mali. Le barreau du Sénégal a souhaité que c'est vous deux qui dites le mot de fin et de remerciement pour l'ensemble des participants. Démontrons ici encore sa terre à la. Monsieur le bâtonnier. Chers confrères et chers consoeurs, Monsieur le bâtonnier Mbaye nous fait l'honneur de nous demander de clôturer les travaux. Et faisant suite à sa demande, je voudrais tout d'abord remercier lui-même, Monsieur le bâtonnier, son conseil de l'ordre, le comité d'organisation et l'UIA pour cette parfaite organisation. Ils nous ont permis de faire à Dakar, d'avoir à Dakar un séjour inoubliable. Mes remerciements vont également aux participants, aux modérateurs, aux exposants qui nous ont offert un séminaire très appréciable. Et on a souligné tout à l'heure la présence effective des participants dans la salle et leur présence soutenue au cours de l'ensemble des travaux. Je remercie également les charmantes hôtesses, le personnel de l'hôtel et les agents de sécurité qui ont veillé sur nous tout au long de notre séjour et du séminaire. Il y a enfin ces anonymes, le personnel de vos cabinets qui garde vos affaires pendant que vous êtes ici. Et également le personnel de vos maisons qui garde vos enfants. C'est rare de se rappeler d'eux en pareille circonstance, mais je le fais. Donc, et je pense n'avoir oublié personne. Et je pense également que le peuple de Dakar nous a donné des raisons suffisantes de revenir au Sénégal. Merci. Alors, mes chers confrères, nous voici au terme de 2 journées intenses, combien riches d'échanges autour des thèmes que nous avons débattus ici aujourd'hui. L'honneur me joint enfin de vous remercier vous tous, comme le bâtonnier Ouestico l'a dit, les avocats qui ont abandonné les cabinets pendant à peu près une semaine, qui sont restés avec nous, qui ont animé les débats. Ensuite, les remerciements particuliers à l'UIA qui nous a assistés, le barreau du Sénégal et nous-mêmes, le barreau de l'espace Lumwa et les autres bâtonniers, à organiser de façon impeccable des échanges aussi fructueux sur des thèmes dont l'intérêt n'a échappé à personne. Ce que
peux ajouter simplement vivement la prochaine table ronde que j'appelle de tous mes voeux à Bamako, notamment pour développer des aspects des thèmes exposés ici aujourd'hui, pour la simple et unique raison que, comme vous le savez, le Mali a une expertise avérée en matière minière. Certains le savent, beaucoup d'ailleurs, que nous sommes quand même 3e producteur de l'or en Afrique et 11e dans le monde, et qu'entre 1991 et 2014, nous avons relu 3 fois notre code minier. Donc, c'est à la suite des problèmes qui se sont posés, des solutions apportées à ces problèmes, que nous avons adapté le code minier dans ces différentes lectures. Vous trouverez certainement de la matière à travailler, et c'est pour ça que j'appelle de tous mes voeux que la prochaine table ronde se tienne à Bamako, et nous serons très ravis de vous y accueillir et de vous recevoir dans le quotidien. Je rappelle, plus tard à 15h, nous devrons avoir fini de déjeuner pour permettre